Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review sur les épisodes 7, 8 et 9 de la saison 2 de la série live Star Wars Andor. Et c'est avec ces 3 épisodes que l'on conclut le grand arc de Gorman qui a été initié il y a déjà plusieurs épisodes, ainsi que l'arc politique de Mon Mothma au Sénat impérial. Alors, est-ce que ces 3 épisodes sont à la hauteur du climax qu'on nous avait promis? Absolument, même si sur plusieurs éléments, j'avais envisagé imaginer les choses autrement, de manière différente, mais franchement, les 3 épisodes sont excellents encore une fois, même si je pense que l'épisode 7 fait un petit peu redite en termes de build-up et de préparation à l'intrigue, puisqu'en fait on nous replace les éléments dans leur contexte, chose qu'on connaissait déjà avec les épisodes précédents. Je trouve qu'il fait un peu redite, et je trouve même que sur certains points, il fait un peu d'incohérence. Par là, j'entends surtout le traitement de Willem, donc j'ai entendu le jeune qui était parti en stage, on va dire, intensif avec Saw Gerrera, qui revient auprès d'Andor, et j'avais espéré qu'il vive un peu plus de temps avec Saw Gerrera et son groupe rebelle, et qu'il revienne vraiment transformé. Alors c'est le cas, mais à part sur la question de Gorman et de Dedra Meero, il s'est pas réellement transformé, outrepassé par rapport à Andor. D'ailleurs sur Andor, on aperçoit donc la vie sur Yavin 4, les rebelles ont enfin élu domicile, élu leur base sur Yavin 4, et je trouve que c'est là par contre, et pour l'instant ça va être le plus gros défaut de la série pour moi, un gros tact manqué pour la série. J'aurais vraiment adoré voir la façon dont les rebelles ont choisi et se sont installés sur Yavin 4. J'aurais personnellement adoré voir ça, et je trouve qu'on a vraiment sauté une étape entre simplement point relais entre des groupuscules rebelles et base principale de l'Alliance. Je trouve que voilà, il y a une case, il y a une étape qu'on a sautée et qui aurait pourtant été d'une part extrêmement pertinente à montrer, et surtout intéressante et divertissante à mettre en image. Donc vraiment c'est le point qui m'a pour l'instant le plus déçu. J'aurais vraiment aimé voir la fondation de l'Alliance rebelle, voir plusieurs vaisseaux qui déploient différentes troupes, différents hommes qui viennent de 4 coins de la galaxie, de faire une sorte de mini Avengers des rebelles, et à la fin on a un discours de Andor, d'un général rebelle, de l'amiral Akbar, de Mon Mothma, j'en sais rien, par hologramme, qui exhorte la foule, qui exhorte les soldats à combattre pour la liberté, la démocratie et se battre contre l'Empire. Ouais, je trouve qu'un arc comme ça, juste sur un épisode, ça a cruellement manqué. Quand j'ai vu ça dans l'épisode, j'ai fait ah mince, vraiment j'ai été déçu. Et c'est le point le plus dommageable de la série pour l'instant. Et globalement, il y a plusieurs éléments que j'ai pas très bien compris. Willem, je pensais qu'il allait revenir plus tard, transformé. Cyril, j'ai pas compris où il en était par rapport à sa mission de filature d'espionnage vis-à-vis de l'Empire et des résistants de Gorman. Pareil, j'ai pas compris, il est dans un entre-deux qui je trouve est un peu flou parce qu'on sait plus trop ce qu'il essaye de faire. Il est un peu mis hors jeu par Dedra et les Impériaux, ce qui va se refléter dans les épisodes suivants. Mais je trouve que pareil, il nous manque encore une petite chaîne, un petit chaînon manquant. Donc c'est pour ça que l'épisode 7, pour moi, c'est le plus faible de la série globale, parce que même si l'épisode 2 faisait un peu du surplace, au moins il assurait une bonne continuité. Là, je trouve qu'il y a eu une fracture un peu trop importante avec l'épisode précédent, où il y a des choses qui n'ont pas été montrées ou dites, qui pourtant me semblaient importantes à montrer et à dire. Mais ensuite, on passe sur Andor, donc, qui va choisir, avec Willem, d'assassiner Dedra Meero pour se venger donc de la crise de Ferrix, du drame de Ferrix, et l'épisode se conclut donc sur Andor qui retourne sur Gorman, et c'est avec lui qu'on va découvrir comment la situation a évolué, comment elle a empiré, et évidemment c'est exactement ce qu'on pouvait s'attendre. Là l'affaire, l'ambiance est bouillonnante, on sent que ça va péter à n'importe quel moment, et c'est pour ça que je vais maintenant passer à l'épisode suivant, qui est vraiment l'épisode au cœur de cette tripliste d'épisodes, qui va nous montrer le fameux massacre de Gorman. Et là, je le dis d'emblée, on est sur l'une des meilleures scènes Star Wars en termes de réalisation, parce que franchement, tout y est. On a la proximité avec la foule, on a la terreur des Stormtroopers, qu'inspirent les Stormtroopers, on a vraiment l'ignominie et la perfidie de l'Empire pour atteindre son but, puisque on rappelle qu'ils ont fait exprès de monter, de chauffer à blanc la population pour qu'elle se révolte et justifier une répression violente et par la suite une déportation pour permettre l'extraction des ressources minières de la planète. Donc on est vraiment, voilà, là on est sur ce que je disais dans la précédente review, on est sur la phase visible qu'on voit habituellement dans les films et les séries, mais qui a eu cette fois tout le build-up des épisodes précédents, pour vraiment gagner en intensité, et pour moi le meilleur passage de ce massacre, c'est au moment où les droïdes KB ont été lancés, et je trouve que là, ils représentent, ils inspirent une terreur froide et mécanique absolument... Et c'est franchement
l'une des grosses réussites en termes de nouveautés, de création de Disney, c'est vraiment les droïdes impériaux KB, puisque d'une part c'est un peu logique que l'empereur qui est à la tête de tout ça, qui chapeaute l'Empire, réutilise un peu le concept de droïde qu'il a utilisé pour la Confédération des systèmes indépendants, mais en beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus succinct avec ces droïdes-là. Et ces derniers sont vraiment une aura de peur parce que en fait ils n'ont pas d'armement, ils attaquent uniquement physiquement, donc en fait ils ont des mouvements extrêmement saccadés mais aussi extrêmement simples qui va droit au but. Ils prennent quelqu'un, ils le jettent comme un sac à patates et le gars il s'écroule et on a plusieurs morts de cette façon et c'est à la fois extrêmement brutal mais c'est aussi tellement nature entre guillemets, tellement dépourvu de toute artificialité dans le sens où ils n'utilisent pas d'outils, ils n'utilisent pas de technologie propre, les robots, ils utilisent juste leur force mécanique pour soumettre et massacrer les résistants. Et vraiment cette scène, il y a tous les personnages qui ont été impliqués de près ou de loin, qui sont au cœur de la mêlée, qui sont vraiment au cœur de l'action, en dehors de Dedra, mais ils ont tous un impact psychologique fort sur nous, et la scène de massacre a autant d'impact sur eux qu'elle en a sur nous, donc ça renforce extrêmement bien notre attachement et notre empathie aux différents personnages, ou notre antipathie. Et c'est pour ça que cette scène est extrêmement réussie. On a les Stormtroopers qui commencent à encercler la place, qui commencent à canarder. On voit les résistants qui répondent par le feu avec leurs blasters récupérés ici et là. On voit que c'est la panique générale, on voit que c'est la guerre, on voit que c'est vraiment l'Empire contre la rébellion, enfin contre les rebelles. Cependant, je trouve qu'on nous l'a un peu trop survendu. Si d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue réalisation, pour moi c'est vraiment un sans faute, un 20 sur 20, et je trouve que scénaristiquement, le massacre de Gorman manque d'ampleur. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus... Alors j'utilise le terme grandiose, je ne dis pas que les massacres c'est grandiose, je dis que ça manque d'un côté un petit peu plus grand, épique, d'un petit peu plus... encore plus tragique. Le tragique épique, ça en manque un peu. Moi j'imaginais beaucoup plus la chose comme un groupe de Star Destroyer, une flotte de Star Destroyer au-dessus de la ville qui la canarde et qui la met à feu et à sang. Vraiment le truc important. Ou par exemple, comme ils ont fait dans The Mandalorian. Non, je dis une bêtise. Alors c'est bien foutu, hein, et je reviens dessus, mais la série Boba Fett, où ils nous ont mis un arc de Mandalorian dedans. Durant cet arc, on nous montre un flashback sur la nuit des 1000 larmes, qui est en fait, c'est une flottille entière de bombardiers taille qui rase Mandalore. Et on voit vraiment une sorte de jugement dernier à la Terminator, imagerie Terminator encore plus appuyée par les scènes d'après où on montre les droïdes de reconnaissance et les droïdes K2SO justement, enfin les droïdes KB, en train d'exterminer les survivants dans les décombres. Et là on a vraiment un sentiment d'apocalypse, de jugement dernier, avec encore une fois ces fameux droïdes KB qui sont absolument magnifiques dans leur horreur et leur froideur. Donc encore une fois c'est un style de droïde extrêmement bien réussi. Et là, c'est vraiment un massacre de l'ampleur que devrait avoir Star Wars, en tout cas. Et j'imaginais quelque chose de moins aussi grandiose que cela, avec, comme je dis, pourquoi pas des TBTT qui détruisent les bâtiments, les TRTT, oui, moi je pense à la française, qui vont et viennent dans les rues et massacrent les poches de résistance, les bombardiers qui traversent là et là, qui canardent la cité, les Star Destroyers qui massacrent les villages. Vous allez me dire, non, mais là, The Old Padawan, t'en fais peut-être un peu trop. Oui, mais on est dans Star Wars, et dans Star Wars, on parle de l'échelle d'une galaxie, et là, le fait que on se rabat uniquement, on se concentre uniquement sur une place avec 200 à 300 manifestants, je trouve que ça fait pas honneur au grandiose qu'est Star Wars. Et c'est vrai que ça donne un côté, oui, mais en fait, tu voulais juste faire toujours plus grand, mais je trouve que là, c'était pertinent vis-à-vis de l'échelle de l'histoire qu'on nous raconte. Puisque là, on parle d'une galaxie avec plusieurs poches de résistance ici et là, Luten, il parle bien que Gorman entière doit se soulever, et je trouve qu'au final, bah là, même si on nous a montré une place, bah c'est juste une ville qui a été soumise, qui a été méprisée. Le reste de la planète, on la voit pas, et je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas vu la réaction des paysans, des villages isolés, des autres villes, etc. Donc, même si sur le papier c'est vraiment 20 sur 20, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus impressionnant. Voilà, c'est un peu mon regret, pour qu'on puisse vraiment voir le carnage qui a été fait. Cependant, la fin de l'épisode avec Andor, qui malheureusement va voir son assassinat avorté, on voit qu'il est déchiré, qu'il a vraiment vu l'horreur, qu'il est revenu du Vietnam, et que vraiment il a traversé une épreuve extrêmement difficile. Donc il avait besoin de ce genre d'épreuve extrêmement difficile avec la mort de sa mère adoptive dans la première saison, et évidemment la crise de Férix.
la mort de l'un de ses meilleurs amis en début de saison, et là on sent qu'il est arrivé sur un point de non-retour, qu'il en peut plus. Et c'est ce qu'il va dire à Luthen l'épisode d'après, ainsi qu'à Bix. S'il en a marre, il en peut plus, il a assez donné, et il est au fond du gouffre. Mais avant ça, il faut que je parle du personnage de Cyril, qui au final, c'est mi-figue mi-raisin. J'étais extrêmement content de voir un tel personnage dans la saison 1, de voir son implication dans cette saison 2, mais comme j'ai dit avec l'épisode précédent, je trouve que sa situation n'est plus trop claire. On sent qu'il regrette ses actes et la façon dont l'Empire les utilise, donc pour invoquer une révolte, créer une révolte qu'ils vont pouvoir mater de toutes pièces. On voit que ce qu'il souhaite, c'est avant tout de la reconnaissance, car il a tout le temps été rabaissé, humilié, mais le dialogue qu'il a eu avec la résistante, j'avais l'impression qu'ils avaient un lien sentimental entre eux, mais c'est pas clair. Et en même temps, on avait l'impression qu'ils ont découvert qu'ils bossaient pour l'Empire, mais en même temps, c'est pas trop. Enfin, c'est pas clair, je trouve que ça a été confus cette histoire, et même si ses réactions sont raccord avec son personnage initialement, je trouve que ce qu'il a amené à cette situation-là dans la dernière ligne droite, n'est pas clair, est un peu flou. Ce qui fait que j'ai été un peu plus détaché de lui dans les derniers moments, et évidemment, n'empêche, quand il revoit Andor, qui a ruiné sa vie indirectement, la scène de combat entre les deux, durant ce massacre de la place, est ultra prenant, et c'est terrible parce que c'est techniquement de nobody, de no-name, dans la grande fresque qu'est Star Wars, mais leur pugilat au milieu de cette répression froide, elle m'a fait quelque chose, quoi. J'étais avec les protagonistes, ils se donnaient pain sur pain, ça explosait de partout, et au final, c'est le chef des résistants donc, qui finit par abattre froidement Cyril. Donc triste fin pour ce personnage qui ne méritait pas ça, mais qui a quand même su nous donner des aspects assez intéressants à nous mettre sur la dent tout au long de la série, et pour moi c'est un personnage qui, malgré cette dernière ligne droite, a su marquer la série de son empreinte. On a ensuite évidemment le dernier épisode, l'épisode 9, où on va plus s'attarder, et je pense que c'était mon préféré, pour l'instant de la série, sur Mot Mothma et son ultime acte politique au sein du Sénat impérial, et j'ai adoré toutes les magouilles, toutes les manigances, et tout ce dilemme entre rester au Sénat pour essayer de changer les choses de l'intérieur, et ne plus tolérer et ne plus adhérer aux actes que produit le Sénat et l'Empire, et vouloir combattre de l'extérieur, puisque tu ne peux plus rester dans un monde dans lequel tu désapprouves toutes les valeurs et tous les actes. Donc là on a le retour du personnage de Bail Organa, comme je l'ai dit, qui revient sur le devant de la scène et qui offre évidemment des sujets intéressants sur comment mener son acte politique. Et voilà, toute cette séquence dans le Sénat impérial, avec ce côté espionnage, exfiltration, évidemment Andor qui rencontre enfin Mot Mothma. Tout ça c'est un build-up qui a été construit depuis la saison 1, et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que c'est efficace, comment c'est prenant. Et pourtant, je savais que Mot Mothma allait s'en sortir, parce que bon, on la voit dans Rebels, on la voit dans Rogue One, on la voit dans Le Retour du Jedi, on sait qu'elle va finir par s'échapper du Sénat impérial et qu'elle va rejoindre définitivement l'Alliance. Mais malgré tout ça, malgré ces enjeux déjà connus et déjà résolus, qu'est-ce que j'étais pris dans cette scène d'exfiltration du Sénat, et j'ai été pris également dans son discours. Vraiment, Mot Mothma, c'est avec Leia et Padmé, l'une des meilleures personnages féminins de Star Wars, et Ahsoka Tano évidemment. Elle n'a pas fait d'acte physique pour la rébellion, elle n'est pas liée au grand destin de la galaxie d'un point de vue tragédie grecque comme Padmé ou Leia. Vraiment, c'est une simple sénatrice qui veut faire son mieux pour améliorer le sort de ses concitoyens et ceux de la galaxie en général, qui se retrouve pris dans une machinerie absolument titanesque qui la dépasse et qui commet les plus grandes atrocités comme celui de Gorman. Et évidemment que son discours nous prend aux tripes et extrêmement d'actualité vis-à-vis de la vérité, des mensonges, de la propagande, de comment on réarrange les faits pour les coller à notre idéologie, et ça rejoint un petit peu le mini discours / débat qu'elle a eu avec le directeur Krennic sur la perception des choses, les mots qu'on emploie. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Donc ouais, franchement, Mot Mothma, incroyable. Sa scène d'exfiltration, incroyable aussi. Enfin, on voit les interactions entre elle et Andor. Andor qui est froid, mécanique, qui est efficace, qui va vraiment la sortir de là. Et on finit donc sur les séquences sur Yavin 4, notamment sur le choix douloureux de Bix de quitter, alors pas de le quitter sentimentalement ni idéologiquement, mais de le quitter physiquement pour ne pas qu'il arrête le combat, puisqu'elle est persuadée que Andor aura un rôle à jouer. Bon, évidemment qu'en fait, Bix, elle a juste vu Rogue One. Il aura un rôle à jouer et il doit rester dans la rébellion. Et elle sent que leur amour et sa présence, donc la présence de Bix, sera un frein à l'investissement d'Andor dans la rébellion, dans l'Alliance rebelle. Et donc c'est pour ça qu'elle fait ce terrible choix de le quitter,
pour qu'il puisse se donner pleinement à la rébellion. Et c'est très intéressant de voir que sa détermination à elle, elle n'est pas dans un acte physique, politique, enfin c'est politique, mais dans un acte héroïque, ou un discours comme Mot Mothma, mais elle est dans l'abandon de son être cher. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire pour elle, pour la cause de la rébellion. Et c'est très intéressant de voir le parallèle entre Andor, qui lui fait vraiment, qui va sur le terrain, c'est celui qui va dans le cambouis, c'est celui qui se salit les mains, donc c'est lui qui vraiment opère tous les actes physiques concrets pour mener à la victoire de la rébellion. Mot Mothma, c'était vraiment le côté porte-parole, discours, porteuse de valeurs et d'idéologie. Et Luten, c'est vraiment le côté point de non-retour, je me donnerai à vie pour la cause, je n'ai plus de vie sociale, je n'ai absolument plus rien, je sacrifie tout ce que j'ai, je sacrifierai mon âme, je suis absolument prêt à faire tous les sacrifices possibles pour y arriver, et je travaille dans l'ombre, dans les renseignements. Et on a Bix qui, elle, doit faire le sacrifice ultime de celui qu'elle aime pour permettre à la machinerie rebelle de fonctionner correctement. Alors machinerie, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, pour permettre à l'effort rebelle d'avancer, grâce à Andor notamment, qui est un trop bon élément. Donc elle le quitte, alors qu'Andor, lui, souhaitait qu'il se retire, elle et lui, dans une vie paisible, exactement comme en saison 1, puisqu'en saison 1, une fois le casse d'Aldani effectué, il était parti sur la station balnéaire, là où il s'est fait arrêter de manière complètement arbitrairement et gratuitement par les autorités impériales. Et là, il recommence, il veut cette fois quitter la rébellion pour s'installer avec elle, et de voir que forcément, Bix va faire le choix à sa place de le quitter, et c'est là où on voit qu'il va être au fond du trou, et c'est à la rencontre de K2SO qu'il va visiblement reprendre un petit peu goût à l'Alliance rebelle et reprendre foi en l'espoir pour renverser l'Empire. Et franchement, cet épisode 9 aurait absolument pu être un épisode de fin de saison. Avec le massacre de Gorman, l'exfiltration de Mot Mothma, ça aurait pu s'arrêter là, à ceci près que je trouve le camp impérial beaucoup plus en retrait que d'habitude, voire un peu trop. C'est-à-dire que le directeur Krennic, au final, pour l'instant, il n'a pas été très important. Il a surtout lancé l'intrigue de Gorman et après, il est parti, il s'en est allé. Donc j'espère qu'on va le revoir dans les 3 prochains épisodes. Et également Dedra. J'espère qu'on va revenir au BSI pour vraiment voir une espèce de conclusion à tout cet aspect-là de Andor. Car je trouve que sur les 2 derniers épisodes, là, on ne l'a pas vraiment vu. On a vu le colonel, je crois, gérer l'espionnage dans le Sénat. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment fait avancer le schmilblick. On est surtout resté concentré sur Andor et Mot Mothma. Mais j'aimerais un petit peu plus d'impériaux pour les 3 derniers épisodes, histoire de donner un vrai sentiment de conclusion au directeur Krennic, au conseil du BSI et à Dedra Meero. Donc j'espère que tout ça va vraiment être développé, parce que pour l'instant, c'est le point faible sur les 2 derniers épisodes, même si j'ai beaucoup aimé les agents de terrain impériaux, ceux qui étaient tout en noir, donc ceux qui s'occupent de la sécurité de terrain, voir qu'ils prennent que des bleus et des jeunes pour les pousser à la faute et permettre une réelle insurrection des rebelles. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est toujours extrêmement bien réalisé, c'est toujours impeccable, les émotions sont là, les développements de personnages sont incroyables, tout est cohérent, c'est toujours un plaisir de découvrir comment fonctionne un petit peu la vie des gens normaux, la vie des gens de tous les jours dans l'univers de Star Wars. Cependant, il y a quand même quelques défauts qui ont été mis en exergue, surtout avec ces 3 épisodes-là. Acte manqué, impériaux pas assez présents, manque peut-être un peu plus de démesure, mais globalement, franchement, ça enterre absolument toutes les autres séries Star Wars, ça enterre largement la post-logie, ça y a aucun doute, et franchement, je m'avance un peu, mais même avec les défauts susnommés, avec les 3 prochains épisodes, je n'ai pas peur de le dire, nous allons avoir la meilleure trilogie live-action Star Wars avec Andor saison 1, saison 2 et Rogue One, et je pense que avec cette série-là, ça va donner le cap à Disney et à Star Wars sur ce qu'il faut faire pour faire une bonne série. Parce que bon, j'en parlerai pour le dernier épisode, pas pour la dernière review, mais là j'ai plein d'idées de séries Star Wars qu'ils pourraient faire avec ce style de narration, et je n'ai qu'une hâte, c'est d'être la semaine prochaine pour avoir les 3 prochains épisodes. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut tout le monde.